Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers dont on parle assez peu en fait, ou alors de manière très clinique, très distante. Oui, on va parler du quotidien dans des institutions pour personnes en situation de handicap lourd. Et pour ça, notre source est assez exceptionnelle. On ne part pas de statistiques, mais du rapport de stage d'une aide médico-psychologique. Hmm. C'est un texte brut. Très personnel et vraiment rempli d'humanité. Il nous emmène dans deux lieux. D'abord une maison d'accueil spécialisée, une MAS, avec des adultes polyhandicapés. Et ensuite, un institut médico-éducatif, un IME, avec des adolescents autistes. Notre but, c'est vraiment de voir à travers ses yeux les défis du soin au quotidien. Et surtout de s'interroger sur ce que veut dire le mot autonomie dans ce contexte-là. Et puis on va rencontrer des gens, des personnalités fascinantes. C'est ça qui est fort, je trouve. Le rapport ne décrit pas des pathologies. Non, il raconte des rencontres. Exactement. Et il nous pose des questions. Vertigineuses, sur la communication quand les mots manquent, sur la place qu'on laisse à quelqu'un quand son corps ou son esprit lui impose des contraintes pareilles. On a une perspective de l'intérieur, sans filtre. C'est le témoignage de quelqu'un qui apprend, qui doute, et qui est complètement transformé par ce qu'elle vit. Alors, commençons par le premier lieu, la MAS. Le rapport la décrit comme une maison d'accueil pour adultes polyhandicapés, ouverte depuis 1992. Et le cadre est assez... Étonnant. Oui, on est dans une commune agréable de la banlieue parisienne, près du bois de Vincennes. La stagiaire note même que des sorties sont organisées presque tous les jours. Et ce détail du cadre agréable, c'est pas anodin du tout. Ça crée un contraste saisissant avec la réalité à l'intérieur. Ah oui? Bah oui, on offre un environnement apaisant, presque bucolique, pour accompagner des situations d'une extrême dureté. C'est une première forme de soin en fait, le soin par l'environnement. C'est juste. Surtout que les résidents, ils ont entre 18 et 60 ans et ils vivent là en permanence. Dans son service, ils sont 16, 8 femmes, 8 hommes. Et en face, une équipe éducative dont la stagiaire dit qu'il faut une, je cite, bonne maturité mentale, ainsi qu'une grande résistance physique. On imagine pourquoi, oui. Et cette résistance, c'est pas que pour le physique, les soins, c'est aussi pour encaisser émotionnellement la violence de certaines crises, l'angoisse. La frustration de pas toujours comprendre. Voilà, c'est une charge mentale énorme. Surtout quand on regarde la liste des handicaps. Psychose, autisme, trisomie 21, cécité complète, même un cas de tétraplégie. Et au milieu de tout ça, le plus grand défi, c'est la communication. Ah, ça c'est le point central. Sur les 16 résidents, 5 n'ont aucun langage verbal. Et 6 seulement des bribes de mots. Ça veut dire que pour les 2 tiers, la communication classique, c'est impossible. Ce qui transforme chaque soignant en une sorte de détective. Il faut apprendre à lire un regard, à interpréter un son, Une tension dans le corps. Exactement. C'est un travail constant de décodage. Et c'est là que le contraste avec son deuxième stage est super intéressant. Oui, on change complètement d'univers. On passe à l'IME, l'Institut médico-éducatif. Là, on est que des ados, 14-18 ans, autistes ou avec des troubles du développement. Et ce n'est plus un lieu de vie permanent. Non, c'est un externat de 9 h à 16 h. D'ailleurs, il a été créé par une association de parents. Ce qui en dit long. La vocation est différente. La masse, c'est un lieu de vie. On maintient les acquis, on assure le bien-être. L'IME, c'est plus éducatif. On prépare ces jeunes à une forme d'avenir. Et pour ça, ils utilisent des méthodes précises, comme la méthode TEACH. Concrètement, ça ressemble à quoi? Le rapport n'est pas très détaillé là-dessus. Alors, en gros, l'idée, c'est de rendre le monde prévisible. Donc, ça peut être un emploi du temps visible avec des pictogrammes pour chaque activité de la journée, repas, atelier, repos. D'accord. Ou une salle où chaque zone a une couleur, le coin lecture en bleu, la zone de travail en vert. On donne des repères externes quand les repères internes sont fragiles. Ça baisse l'angoisse. C'est beaucoup plus clair, oui. On n'est plus seulement dans le prendre soin, mais aussi dans l'apprendre à faire. Et là, on touche au cœur du rapport, l'autonomie. Le fil rouge de sa réflexion, oui, avec cette phrase qui l'a marqué, refuser l'autonomie à la personne handicapée, c'est vouloir l'enfermer. C'est une phrase forte, ça sonne comme un avertissement. Parce que le premier réflexe, même bienveillant, c'est de faire à la place d'eux. C'est exactement ce qu'elle décrit, et avec beaucoup d'honnêteté. Elle dit qu'au début, elle faisait tout pour eux, pour que ça aille plus vite, quoi. Par souci d'efficacité. Voilà. Ou parce qu'elle appelle une bonté mal placée. On pense aider, et en fait, on enferme. Et l'anecdote sur Josette, pour illustrer ça, elle est incroyable. Ah, l'histoire de Josette. Elle m'a vraiment touchée. C'est une résidente qui parle très très peu. Et un jour, elle lâche juste
J'en ai marre d'attendre. C'est une déflagration, cette phrase. Ben oui. Dans un monde où tout est planifié pour le collectif, c'est une affirmation de soi qui est immense. C'est son autonomie morale qu'elle revendique. Exactement. Et c'est ce que le rapport montre très bien. Il n'y a pas une autonomie, mais des autonomies. Elle en distingue 3. La première, c'est l'autonomie à maintenir. C'est-à-dire, Pour beaucoup de résidents, s'ils ne sont pas stimulés, ils régressent. L'ennui, la routine, ça peut littéralement éteindre des compétences. d'accord. Ensuite, il y a l'autonomie à acquérir. Ça, c'est se rapprocher un peu de la réalité, comme elle dit. Ouais. Ça demande un effort de toute l'équipe, une coordination. Et enfin, la plus subtile, l'autonomie morale. Elle dit que les résidents n'ont quasiment aucun choix, ni sur les horaires, ni sur les menus, parfois même pas sur leurs vêtements. Leur donner un espace de choix, même minuscule, c'est un combat de chaque instant contre la facilité, contre l'organisationnel. Et c'est là qu'elle a cette analyse, d'une lucidité incroyable. Elle écrit « Faire à la place, cela peut être aussi nier la part de conscience, d'intelligence, de volonté de la personne handicapée. » Et elle ajoute « C'est en quelque sorte la dominer, la rendre objet et non sujet. » La rendre objet et non sujet. Tout est dit, quoi. On agit sur elle au lieu d'agir avec elle. C'est une nuance qui change absolument tout. Et cette tension, on la ressent de manière encore plus forte quand elle nous raconte des situations concrètes. Il y a le cas de Geneviève sur l'automutilation. C'est une lecture difficile. Oui, là on est confronté à une violence qui nous dépasse complètement. Geneviève a quart de 5 ans, elle est psychotique. Le rapport mentionne, presque froidement, que par le passé, elle s'est arrachée des dents et son propre œil gauche. C'est inimaginable. La stagiaire décrit la montée d'une crise. Geneviève répète « Je ne me sens pas bien ». Elle pose des questions en boucle. Et soudain, l'explosion. Elle se frappe la tête, très violemment, contre un radiateur. Et la stagiaire se sent impuissante. Et elle se pose cette question terrible. Oui, ma douleur morale l'emporte-t-elle sur sa douleur physique? C'est vertigineux. Le rapport ne donne pas de réponse, mais il explore des pistes. Est-ce que c'est un appel au secours, un désir de mort inconscient, ou alors une crise de panique totale face à une angoisse qu'elle n'arrive pas à nommer? L'émotion est tellement forte qu'elle sort par le corps. Voilà. Elle ne trouve d'autre issue que la destruction. Et la réponse de Geneviève, ça me laisse sans voix. Quand on lui demande pourquoi elle fait ça, elle répond juste « parce que je suis méchante ». C'est une phrase qui ouvre des abîmes. Ça parle de culpabilité, d'une souffrance si profonde qu'elle a intégré une image d'elle-même comme étant mauvaise. Comme si elle méritait cette punition. C'est ça. C'est la violence des mots après la violence des gestes. C'est bouleversant. À côté de ça, il y a une autre rencontre, dans un tout autre registre. Denis. Ah oui, le cas de Denis. Il a 28 ans, psychotique, épileptique, non-voyant. Et il a ce comportement très particulier. Il passe ses journées reclus dans les toilettes. C'est son refuge. Le seul endroit, peut-être, où il peut contrôler les stimuli. C'est l'image que la stagiaire décrit, oui. Elle le trouve là, dans le noir, en train de se balancer. Dans une conversation intérieure, dit-elle. Et puis un jour, elle trouve la clé. La clé de la communication. Oui. Et la clé, c'est la musique. Il s'avère que Denis a une mémoire musicale phénoménale, et la seule façon de le faire sortir, c'est de lui chanter une chanson à la porte. C'est incroyable. À ce moment-là, il sort. Et il y a un autre mystère autour de lui. La stagiaire appelle ça les 2 âges de Denis. Il a 28 ans, mais en paraît 18, et se comporte comme un enfant de 9 ans. Et quand on lui demande son âge, il répond toujours 9 ans. 9 ans. Ce que ces 2 histoires nous montrent, c'est qu'il faut changer de perspective. Pour Denis, là où les ordres échouaient, le chant a créé un pont. Ça nous apprend l'humilité. C'est à nous de trouver la clé de son univers. Et cette histoire des 9 ans, comment on l'interprète? L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il s'est passé quelque chose à cet âge-là. Un traumatisme, le déclenchement de sa maladie. C'est comme si son développement affectif s'était figé. Ce n'est pas une erreur, c'est sa vérité intérieure. C'est une porte entr'ouverte sur son histoire. Ça nous oblige à voir qu'il y a toujours une logique interne, même derrière les comportements qui nous semblent les plus étranges. Et au final, ce rapport, c'est aussi le récit de sa transformation à elle, la stagiaire. On le sent beaucoup à l'IME. Au début, face à un jeune Bernard qui se tape la tête contre les murs, elle se sent... Inutile, pétrifiée. C'est ça, elle n'ose ni parler ni bouger. Mais elle ne fuit pas, elle reste, elle lui parle doucement. Et un jour, il se passe un truc. Le déclic. Oui, il s'approche, s'assoit près d'elle, la regarde intensément et lui embrasse un genou. C'est un moment de grâce. Une connexion pure,
complètement inattendu. Un geste qui brise le mur de l'isolement. Et c'est ce qui l'amène à sa conclusion. Elle pensait venir pour aider, pour donner, et elle réalise que ce sont les résidents qui l'ont motivée. Elle termine par cette phrase magnifique d'humilité. « J'ai beaucoup appris, il me reste bien plus à comprendre. » C'est ça. Et c'est peut-être la plus grande leçon. Le soin, ce n'est pas une action à sens unique. C'est une relation. L'efficacité technique, c'est une chose, mais la qualité de la présence humaine, c'est ce qui peut tout changer. Alors, si on essaie de résumer, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, que l'autonomie est une notion bien plus complexe que la simple indépendance. C'est un combat de chaque instant. Ensuite, que la communication prend des formes infinies. Un chant, un baiser sur un genou. Il faut une écoute incroyable pour ne pas passer à côté. Et enfin, que ça nous force à regarder au-delà des diagnostics pour voir les individus, avec leur histoire, leur peur, et une volonté de vivre qui est sidérante parfois. Au fond, ce rapport montre que le soin, dans ce contexte, c'est un acte de traduction. Le soignant passe son temps à traduire le monde extérieur pour le résident, Ah, j'aime bien cette idée. et en même temps, il doit traduire le monde intérieur du résident, ses angoisses, ses désirs pour les autres. Chaque geste, chaque silence est un mot dans un dictionnaire qu'il faut construire à deux. L'idée du soignant traducteur, ça change complètement la perspective. On n'est plus dans la réparation, mais dans la médiation. Quelle place notre société offre-t-elle à des personnes comme Denis, Geneviève ou Bernard une fois que leurs parents ne sont plus là? La question de leur avenir, de leur citoyenneté, Elle reste entière.